Allez, Bobo. Samuel. Je ne peux cacher, s'il vous plaît. Je ne peux cacher mon honneur, mon bonheur, de me retrouver 3 ans après mon premier pèlerinage en cette terre sainte, de me retrouver de nouveau dans l'épicentre de la conscience noire dans le monde, dans l'épicentre du panafricanisme de manière générale, dans l'épicentre de la révolution des peuples du tiers-monde, car Haïti n'est pas simplement une boussole pour le peuple noir, c'est aussi une boussole pour toutes les populations qui ont été opprimées par le un honneur, un bonheur, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, j'ai eu beaucoup de frères et sœurs depuis notre arrivée qui m'ont dit « Nous te remercions d'être venu apporter ton aide à Haïti » et je les ai corrigés systématiquement. Ce n'est pas moi qui apporte mon aide à Haïti. C'est Haïti qui me nourrit pour que nous puissions mener notre combat pour nos peuples un peu partout dans le monde. Lors de mon premier pèlerinage, s'il vous plaît, on aura l'occasion d'échanger et donc de réagir. Il y a eu beaucoup de retard. Je tiens d'ailleurs à préciser que je ne suis responsable de rien. Je suis debout depuis 5 h du matin. Que personne ne pense que c'est à cause d'un retard de notre staff, ce qui aurait entraîné la désorganisation, pas du tout. Lorsque je suis venu il y a 3 ans, la rencontre de la jeunesse, la rencontre avec certains Ougans, avec certaines Mambos surtout, notamment Baïna Bello, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Qui est beaucoup moins connue que Baïna, mais qui est haïtienne elle aussi, qui tient à son anonymat et qui se fait appeler Sassa, qui est le diminutif d'un autre nom, qui est une Mambo aussi, et qui a été plus que jamais un épicentre dans le combat politique qui est le nôtre. Je vous demande de l'applaudir. La rencontre de ces derniers et dernières, la rencontre de vous autres de la jeunesse, la compréhension et le fait de m'imprégner de la réalité de la résistance des Saliniennes, a fait qu'une fois passé par Haïti, de retour en Afrique, nous avons engagé, fin 2016, début 2017, l'une des plus grandes résistances sur le combat sur le terrain africain, contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme français, contre la France-Afrique de manière générale, contre le franc CFA, et Haïti est directement responsable de ça. Et donc je vous demande de vous applaudir, s'il vous plaît. Amen. Et ce contexte posé, il est aussi évidemment important de saluer tout le monde, donc je salue toute l'Assemblée. Je salue aussi les agents des services français, américains et occidentaux qui sont présents dans cette salle. Les services français tiennent à m'accompagner et à me surveiller, et donc je les remercie de cette bienveillance. Et qu'ils sachent que dans cette terre des Saliniennes, leur stratégie de division, leur stratégie de diabolisation de notre combat, leur stratégie d'ostracisation de la lutte pour la souveraineté de notre peuple ne pourra pas marcher, parce que la terre de la résistance est ici à Haïti, et les stratégies de l'impérialisme ne pourront jamais permettre d'asphyxier notre combat politique. La thématique de ce soir, je tiens à préciser aussi une chose. Mon très cher frère et ami Chedler a dit qu'il m'a fait venir. Et je le remercie de l'invitation des frères, mais je tiens quand même à préciser une chose. Nous faisons les 4 coins du monde avec notre ONG pour soutenir notre population, où qu'elle soit sur ce globe, sur les questions relatives à la corruption,
sur les questions relatives à la justice sociale, sur les questions relatives à la souveraineté de manière générale. Et si nous venons ici, certes, il y a eu l'invitation de nos frères et sœurs, dont certains se sont sacrifiés, il faut le préciser. Nous aussi, nous nous sommes sacrifiés, il faut le dire. Nous ne demandons pas d'argent, nous en perdons même, parce que nous laissons nos boulots de côté, nous payons un certain nombre de choses pour venir. Mon staff, c'est notre ONG qui prend sur elle pour que ce staff puisse venir, il faut le préciser. Mais si nous venons, c'est parce que les LOAS ont décidé qu'en cette période cruciale, pour Haïti et pour le peuple noir de manière générale, il était nécessaire que nous soyons présents à Haïti pour diffuser un message de solidarité vis-à-vis de la jeunesse haïtienne. Pour qu'il y ait message, il faut qu'il y ait légitimité. Pour qu'il y ait légitimité, il faut être capable de contextualiser une lutte qui, par la suite, pourrait être transposée. Et donc, si vous me permettez, je vais vous rappeler, avant de revenir sur la réalité sociale et politique d'Haïti, sur l'étendue de notre combat, que je vais essayer de synthétiser le plus possible, lors de ces 3 dernières années qui ont succédé à mon passage ici. Lorsque je suis revenu d'Haïti, avec notre ONG, qui est en réalité un mouvement social Urgence panafricaniste, composé d'hommes et de femmes d'Afrique, des Caraïbes, d'Amérique, parce qu'il y a aussi des représentants de l'organisation ici à Haïti, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Nous avons décidé de nous inspirer d'un homme qui est systématiquement diabolisé par l'historiographie occidentale, d'un homme qui est toujours considéré comme un extrémiste, un homme qui est toujours considéré comme un raciste, un homme qui est toujours considéré comme un dictateur sanguinaire dans l'historiographie occidentale. Mais généralement, quand le système capitaliste vous diabolise un homme noir, vous devez tendre l'oreille parce que cet homme noir ou cette femme noire se bat pour votre peuple en réalité. Et cet homme, c'est monsieur l'empereur Dessalines qui nous a inspirés. N'applaudissez pas trop fort, les services français risquent de faire une crise cardiaque. Pourquoi parler d'inspiration de Dessalines pour nous autres qui étions sur le continent africain ou dans les Caraïbes de manière générale? Parce que Dessalines est un homme comme vous et moi, qui n'était pas forcément prédestiné à prendre les responsabilités du leadership et de l'autodétermination de sa population, qui a servi les ordres, ou qui a servi sous les ordres d'autres leaders décrétés en tant que tels, et qui à un moment donné a constaté que le leadership qu'il était censé suivre n'allait pas forcément dans le bon sens. Et il a pris ses responsabilités. Il a interrogé les ancêtres, il a interrogé le divin, il a interrogé ses aïeux, il a questionné son énergie créatrice, et il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser son peuple être déterminé par autrui. Il était temps que chacun prenne ses responsabilités, et il a pris ses responsabilités, lui qui était un homme du peuple. Et il est devenu le Dessalines que le monde noir entier connaît. Et si cet homme, parti de rien, a pu prendre ses responsabilités et terrasser l'impérialisme français et l'impérialisme occidental de manière générale, eh bien nous nous sommes dit que nous autres, prolétaires sur le continent africain ou dans la diaspora, en nous inspirant entre autres de cet individu et de sa révolution qui avait donné de la fierté au monde noir dans sa globalité, nous avions nous aussi la possibilité de nous organiser sur le terrain face à des puissances extrêmement grandes qui saignent le continent africain, mais qui saignent aussi les populations de la diaspora. Et c'est ainsi que notre organisation Urgence panafricaniste, financée par des footballeurs, entre autres, il faut le dire, et c'est le succès qui a fait en sorte que les footballeurs se sont reconnus dans notre combat, il faut mettre les choses dans l'ordre, notamment Nicolas Neta, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Notre ONG s'est dit, pendant trop longtemps, nous avons fait confiance à nos élites pour prendre leurs responsabilités et défendre notre peuple contre le pillage néocolonial qui existe depuis la période des indépendances. Mais malheureusement, ces élites se sont plus que jamais délitées. Elles avaient une mission, elles ont été plus que jamais dans la démarche de démissionner. Elles se sont détournées de leur objectif initial pour être dans une optique de corruption endémique. Plutôt que d'être des résistants au néocolonialisme, ils en sont devenus les plus grands partenaires.
Et ça va vous faire penser à certains points communs que vous avez avec certains dirigeants dans ce pays. J'y arrive. Ces dirigeants constataient que depuis la période des prétendues indépendances sur le continent africain, excusez-moi ce contexte, mais il est important de le préciser pour arriver à Haïti. Depuis cette période des prétendues indépendances, ces dirigeants ont été cooptés par l'oligarchie française pour devenir des partenaires du pillage de nos populations. Dans un terme qui a été connu comme étant ce que l'on appelle la France-Afrique, la juxtaposition de deux entités. C'est un titre magnifique, parce qu'il représente quelque part l'impérialisme. L'impérialisme ne peut jamais être complètement exogène. Il n'y a de civilisation détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et pour le préciser aussi, je sais que quand je dis ça, je dérange certaines personnes qui voudraient simplement dire que le problème c'est l'autre, mais non. Quand vous êtes assujetti par l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui a cloché dans notre fort intérieur et il faut qu'on soit capable de se le dire. Yes. Et partant de ce principe, ces dirigeants donc, qui étaient des agents, des pourrois de transmission du néocolonialisme français, ont permis l'instauration de bases militaires, ont permis l'instauration d'un système de servitude monétaire caractérisé par ce que l'on appelle le franc CFA. Franc CFA qui était une thématique qui date depuis très longtemps. L'intelligentsia africaine en parlait dans les cénacles universitaires, mais bien souvent cette intelligentsia méprisait le peuple, ne laissait pas le peuple se préoccuper de questions vitales qui le concernaient pourtant en priorité, mais elle préférait se gargariser de ces thématiques-là et être dans une sorte d'entre-soi. Nous avons brisé ce schéma. Nous avons apporté, en nous inspirant là encore une fois de cette révolution des Saliniennes, nous avons apporté une thématique élitiste pour la placer au sein des rues africaines, des masses africaines, et faire en sorte que cette thématique devienne une thématique populaire. Nous avons fait en sorte, en nous servant des moyens de communication du XXIe siècle, notamment les réseaux sociaux, ça nous sert pour voir les clips de Rihanna, les clips de Beyoncé, etc. Ça nous sert pour voir les matchs de foot, mais ça nous sert aussi pour nous organiser politiquement de manière simultanée, au même moment, le même jour, à différents endroits. Et donc nous avons organisé depuis la période des indépendances les premières mobilisations transnationales. C'était un exploit en Afrique car généralement tout le monde est incarcéré dans une sorte de régionalité. Des mobilisations transnationales simultanées contre un adversaire commun qui était le néocolonialisme occidental et français en priorité, qui était donc constitué de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Les premiers qui nous ont combattus, j'y arrive, les premiers qui nous ont combattus étaient évidemment nos semblables. Parce que vous savez comment ça se passe. À chaque fois qu'un homme noir ou une femme noire se lève pour défendre l'autodétermination de sa population, les premiers qui vont s'opposer à ce dernier, ce n'est pas l'oligarchie française. Ils ont compris depuis très longtemps la logique de la sous-traitance. Ils vont payer certains Africains pour que ceux-ci nous attaquent dans les médias et vous fassent passer pour des extrémistes, pour des racistes, parce que c'est bien connu. Parce que c'est bien connu. Quand un nègre ou une négresse prêche l'estime de soi, l'impérialisme appelle cela de la haine. Sans doute parce que notre peuple a été programmé depuis trop longtemps pour aimer tout le monde à l'exception de lui-même. Et ça, c'est un problème de fond sur lequel on a pu réfléchir. Nous avons organisé ces mobilisations avec une telle efficacité que le sujet est revenu au centre de gravité de la table ou de l'agenda africain de manière générale, et nous avons forcé le président de l'époque de la République française, François Hollande, à se prononcer sur la légitimité ou non du franc CFA, chose qui n'était pas arrivée depuis la création de cette monnaie, nous devons le préciser. Et ça, nous ne le devons pas à l'élite, à la bourgeoisie intellectuelle qui méprise le peuple, mais nous devons à des jeunes comme vous et nous qui avons décidé de nous organiser, de prendre notre destin en main, parce qu'il y a un adage qui dit que quand vous donnez votre confiance à quelqu'un pour qu'il accomplisse à votre place votre destin et qu'il vous trahit une fois, c'est une chose, 2 fois, c'est une chose, 3 fois, c'est une chose. Si au bout de la 4e occasion, vous lui reconfiez votre destin, ce n'est pas lui qui est maudit, c'est vous qui êtes assez bête pour confier votre destin à Alors, nous avons déclaré, on n'était jamais mieux servi que par soi-même et nous avons décidé de nous organiser. Le point culminant de ces mobilisations,
a été un acte qui me faisait risquer entre 5 ans et 10 ans de prison. Je le savais avant de commettre l'acte. Mais nous avons déclaré et nous avons décidé collectivement avec les membres de notre ONG que notre peuple est déjà en prison depuis très longtemps et 5 à 10 ans de prison n'est pas quelque chose qui peut nous empêcher de commettre une action pour la libération de notre population. Et cet acte, c'était de prendre un billet de franc CFA devant les médias africains avec lesquels je suis lié depuis très longtemps parce que je suis journaliste politique depuis maintenant 2012-2013 dans de bon nombre de médias africains d'Afrique francophone. Devant ces médias, nous avons brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Et nous savions qu'en faisant cela, cet acte deviendrait viral et intensifierait la lutte contre le franc CFA. Et ça a été bingo. L'ambassade de France a commencé à stresser, l'oligarchie française a stressé, la bourgeoisie nègre cooptée par l'oligarchie française a stressé, elle a commencé à twerker de stress. Et la jeunesse africaine a commencé plus que jamais à se galvaniser et à comprendre les enjeux dans lesquels elle était installée. Et nous avons tellement poussé le débat loin que nous avons forcé les chefs d'État africains à ressortir un ancien projet qui date des années 60, qui était la monnaie unique de la CEDEAO ouest-africaine, que nous appelons aujourd'hui l'ECO, même si l'oligarchie française essaye encore une fois, comme les représentants des RFI peut-être dans cet espace de salle. Je reviendrai sur eux après. Je reviendrai sur eux. Vous comprendrez que je suis de nature taquine et que j'aime toujours piquer ceux qui ne cessent de nous salir dans leurs médias en déformant généralement la réalité, en essayant de travestir l'impact que nous avons sur la population. Nous avons fait en sorte que donc le système franc CFA soit bousculé de telle sorte qu'aujourd'hui les chefs d'État se sont obligés de changer le nom de cette monnaie, même s'il y a des débats à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest. Certains veulent que l'on coupe définitivement tout lien vis-à-vis du trésor français, là où d'autres veulent, notamment Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, le chevalier de l'impérialisme français, le toutou, le débat. Lui souhaite que nous soyons dans une démarche, comme c'est en direct, j'ai le droit de tout dire, qui lui souhaite que nous soyons toujours liés au trésor français et que nous soyons toujours, chose encore plus importante, dans une parité fixe par rapport à l'euro, ce qui est une ineptie. Nous aurons peut-être l'occasion, dans le cadre des questions-réponses, de développer le pourquoi de l'ineptie de la fixité vis-à-vis de l'euro entre le franc CFA et l'euro. Pourquoi je vous rappelle tous ces éléments? Je vous rappelle tous ces éléments parce que l'homme qui se pose devant vous n'a pas eu besoin d'être à la tête d'un parti politique coopté par l'Occident. Je n'ai pas eu besoin d'être un ministre, un député ou un président. Je suis un citoyen et nous sommes des citoyens, hommes et femmes comme vous ici présents, qui à un moment donné de leur destin, de leur histoire, ont compris qu'ils ne pouvaient plus attendre éternellement des autres ce qu'ils pouvaient faire pour eux-mêmes. L'une des raisons principales pour lesquelles le néocolonialisme français, et notamment le franc CFA, perdure en Afrique francophone, c'est parce que ce franc CFA bénéficie profondément à la classe dominante politique africaine, au sens que le système de la zone franc permet la libre circulation des capitaux sans aucun contrôle, de telle sorte que la bourgeoisie africaine et les dictateurs africains corrompus peuvent très facilement rapatrier leurs capitaux en France ou en Suisse sans aucun contrôle, à partir du moment où ils laissent la France nous plier parallèlement. C'est un accord, c'est un échange de bons procédés. Et de la même façon, les multinationales occidentales, françaises notamment, ont la possibilité, via le franc CFA, de pouvoir rapatrier leur argent sans aucun contrôle. Parenthèse fermée par rapport à l'Afrique, et nous venons donc maintenant par conséquent à Haïti, et j'espère que dans le cadre des questions-réponses, nous aurons l'occasion de développer la thématique justement, notamment du franc CFA et des inconvénients sur le continent africain et du néocolonialisme français de manière générale. Revenons à Haïti. Avant que nous arrivions,
Parce que la question n'est pas de savoir si le pays connaît une vague de violence. La question est de savoir quels sont ceux qui ont intérêt à ce que le pays soit paralysé dans le cadre de la violence. Le problème est que tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on ne pourra jamais avoir les bonnes réponses. Ce peuple haïtien, de génération en génération, peuple haïtien boussole de la nation, de la diaspora africaine et du peuple africain de manière générale. Ce peuple haïtien a systématiquement, bon gré ou mal gré, certaines fois on ne lui a pas demandé son avis, et d'autres fois la vie a été donnée. On confiait leur destin à des politiciens qui, lorsqu'ils étaient en campagne, vous promettaient vents et marées. Vous promettez les plus grandes choses pour l'avenir d'Haïti. Vous promettez que Haïti redeviendrait le peuple qui se doit d'être, en l'occurrence l'une des plus grandes puissances d'Amérique centrale. Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? Est-ce vrai ou est-ce faux ce que je dis? C'était un petit peu comme une mode. C'était un petit peu comme une mode. À chaque fois que la période électorale était terminée, les mêmes qui se présentaient comme des Pères Noël de vous autres disparaissaient et devenaient les pires cauchemars de ce que vous-même vous étiez en train de combattre ou de ce que vous-même vous étiez en train de souhaiter pour l'avenir de votre peuple. C'est les mêmes politiciens qui vous disaient qu'ils allaient créer de l'emploi, qu'ils allaient lutter contre la corruption, qu'ils allaient faire en sorte de développer ce peuple. Lorsque ces politiciens sont arrivés à la destination qui était par eux tant souhaitée, ils sont devenus les apôtres de la corruption qu'ils étaient censés combattre auparavant. Il faut qu'on soit capable de se le dire. Mais pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait un corrupteur. Vrai ou faux ce que je dis? Et quels sont ceux qui ont intérêt à ce que Haïti, boussole du monde noir de manière générale, et un petit peu comme à l'époque de la plantation, quand tout le monde avait peur, il y avait toujours un esclave ou une esclave rebelle qui se levait et qui disait qu'elle n'était pas d'accord avec le système de l'oppression. Cet esclave rebelle dans les nations noires de manière générale, c'est Haïti. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'esclave rebelle de manière générale pour essayer de dissuader les autres de ne pas suivre son exemple? On faisait tout pour l'enliser dans la violence, l'enliser dans la pauvreté. Là, je parle de nos nations aujourd'hui, mais auparavant, on faisait tout pour le brutaliser, pour le fouetter, pour traumatiser les autres esclaves qui voulaient être inspirés par ce dernier. L'un des procédés pour enliser la nation haïtienne dans la pauvreté a été de vicier toute démarche de développement du pays à la plus haute sphère de l'État. Haïti, depuis des années, a été aidé par Cuba. Vous ne savez pas l'étendue des sommes d'argent que Cuba a investi pour Haïti. Vous savez, très bien. Haïti a été financé par l'un des plus grands hommes qui existent dans ce début du XXIe siècle. Je dis qu'il existait, non pas qu'il existait, parce que les morts ne sont pas morts de notre tradition. En l'occurrence, Hugo Chavez. Il disait qu'il n'y aurait pas de lutte dans le tiers-monde s'il n'y avait pas eu Haïti. Et qu'il avait donc une dette vis-à-vis d'Haïti. Mais où est passée la dette? Il a donné l'argent. Mais est-ce que vous avez vu la couleur de l'argent?
termine mon propos. L'argent aurait dû être reçu pour que le développement du secteur de la jeunesse, pour que la création d'emplois puisse être effectuée. L'argent aurait dû être reçu pour que des routes, dans un état normal, puissent être construites, parce qu'il n'est pas normal qu'entre différentes villes, on soit obligé de faire du toboggan pour arriver d'une ville à une autre. Au XXIe siècle, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais cet argent, plutôt que de servir, cet argent, mais cet argent, plutôt que de servir, a servi à des personnes qui auparavant avaient des petites voitures, ça leur a servi à avoir de très très grosses voitures. Ça a servi à des personnes, une classe politique qui se présentait comme des chevaliers du peuple. Ça a permis à ces personnes-là de devenir des propriétaires de divers immeubles, de divers grands hôtels, d'avoir des villas immobilières, d'avoir des gardez la voix pour les questions-réponses. Il y a une question que je vais vous poser, si vous le permettez, quand le calme sera revenu. La question que je vous pose, c'est dans quel monde normal nous voyons des gens qui volent devant tout le monde, qui vous dépouillent, qui rentrent dans votre maison, qui vous volent, ou qui volent un argent qui vous est destiné, Et ces personnes, sous vos yeux, se baladent en 4x4 Cayenne, en Porsche, en Mercedes, en Alors la question que je vais vous poser, et moi je vais vous dire comment un peu partout dans le monde on réagit quand des gens nous volent. Quand des gens nous volent, on les arrête. Et si la justice ne veut pas les arrêter, le peuple peut les justice. Vous parlez par
expérience de vie. J'ai été incarcéré à 3 reprises par l'impérialisme français. La dernière fois, la plus subtile, était au Sénégal. J'ai été interdit de rentrer dans 4 pays. 5 en réalité. La Suisse, qui est le coffre-fort des dictateurs africains. Le Togo, qui est dirigé par une marionnette de la France. La Côte d'Ivoire, qui est dirigée par le champion tous azimuts de l'impérialisme français. Il y a tellement de pays que je finis par les oublier, mais peut-être qu'on va me le rappeler après. La Guinée, où j'étais attendu par des milliers de personnes, mais comme toujours, le motif invoqué quand je rentre, c'est que Kémy Séba est une menace pour l'ordre public, car il influence trop négativement la jeunesse africaine. Et la question, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Allô, là je crois que tout le monde m'entend, oui. Et la question qu'il faut se poser, pourquoi des présidents milliardaires en Afrique, et je dis bien milliardaires, pourquoi des dirigeants qui ont tous les moyens, qui ont toutes les armes, ont peur d'un groupe de jeunes hommes et femmes noirs qui ne sont pas riches, qui n'ont pas d'armes, qui ne commettent même pas de violence, quoi qu'on pourrait le faire mais on ne le fait pas. Pourquoi ont-ils peur de nous? Parce qu'un homme ou une femme décidée, un homme ou une femme qui refuse la corruption de l'Occident et la corruption de manière générale est un homme et une femme ou une femme qui est invincible de manière générale. Et c'est pour ça que l'oligarchie française et africaine est terrorisée par nous. Et si elle est terrorisée par nous, même si RFI essaie toujours de raconter autre chose, il n'y a pas de raison pour vous autres, qui représentez la majorité de la population haïtienne, parce que la population haïtienne est essentiellement la jeunesse. Il n'y a pas de raison que vous autres, vous ayez peur de la prétendue toute-puissance de l'élite et de l'oligarchie haïtienne, ou de l'élite comprador, de l'intelligentsia corrompue haïtienne, qui ne voit le monde qu'à travers les beautés et les délices de l'Occident. Il est temps que la jeunesse haïtienne pense par elle-même, voit par elle-même, qu'elle arrête de remettre son destin dans les mains de quelqu'un d'autre que elle-même. Qu'elle comprenne qu'il n'est pas acceptable que dans le monde, des mouvements sociaux qui avaient moins de raisons de se plaindre que vous, les gilets jaunes en France, se sont rebellés pour une hausse du carburant. Une hausse du carburant. Ils n'ont pas vécu le millième de souffrance que ce que notre peuple vit, mais ils ont eu le courage de se rebeller contre le système. Comment pouvons-nous accepter que des gens qui ont moins de raisons de se plaindre que nous soient capables de se rebeller, de paralyser l'État français, et que nous-mêmes, qui avons toutes les raisons de nous plaindre, qui avons toutes les raisons de nous rebeller, nous soyons dans une démarche de nous mobiliser pour ci, pour ça, contre la corruption endémique qui est à la tête de notre État. Je dis juste une chose en guise de conclusion, avant d'arriver à la phase la plus importante de cette soirée, les questions-réponses. Nous avons beaucoup plus de possibilités que nous le pensons de nous rebeller. Nous avons beaucoup plus de possibilités que nous le pensons de nous organiser. Notre ONG Urgence panafricaniste a compris que dans ce cliché ou dans ce schéma de David contre Goliath, Goliath est fort à partir du moment où vous pensez qu'il est votre seul interlocuteur. Mais Goliath est beaucoup moins fort quand vous analysez la géopolitique et que vous vous rendez compte que Goliath lui-même a d'autres ennemis politiques du même niveau que lui. Nous avons analysé le monde. Et nous nous sommes rendus compte que l'arrogante France jouait l'arrogante avec les Africains ou avec les pays du tiers-monde. Mais l'arrogante France était très calme quand il s'agissait de parler avec certains pays. Quand nous sommes reçus à Cuba, au Venezuela ou en Russie, la France stresse.
mondiale et qu'on se rend compte que le monde se divise en deux phases. Il y a les nations atlantistes qui prônent une occidentalisation du monde. Et il y a les nations qui refusent cette occidentalisation du monde, qui veulent un monde multipolaire. Dans ces nations, nous pouvons citer Cuba, nous pouvons citer la Russie, nous pouvons citer la Chine, nous pouvons citer le Venezuela. Et je le dis, je le répète, la résistance passera par la compréhension de cette géostratégie et de la nécessité pour les masses prolétariennes noires de s'unir avec cette résistance. Et comme nous le disons partout, tout mouvement, partout où nous allons dans le monde, c'est le même message. Et nous avons déjà fait bon nombre de connexions sur ce terrain-là. Tout mouvement de résistance qui lutte contre la corruption, qui est une partie de l'impérialisme, parce que nous ne nous trompons pas. En se focalisant sur une tentacule plutôt que de se focaliser sur la pieuvre, on peut passer à côté du débat. La corruption est une des plus puissantes tentacules de l'impérialisme. Mais la machine à abattre, c'est le cerveau de la pieuvre, en l'occurrence cet impérialisme, et c'est ainsi que la corruption, plus que jamais, tombera. Les mouvements de résistance qui le veulent, qui se sentent concernés par l'avenir de la population à Haïti ou ailleurs, l'urgence panafricanisme met à sa disposition, pour toute personne rigoureuse et sérieuse qui le veut, des contacts géostratégiques et des voyages parfois, pour qu'ils puissent aller plaider la cause du peuple haïtien auprès des nations qui résistent à l'impérialisme occidental de manière générale. Voilà ce que je peux dire en guise de conclusion pour cette mise, ou du moins pour cette contextualisation, cette mise en bouche. Et nous allons passer à la phase la plus importante maintenant, la phase des questions-réponses, où comme je dis toujours, il n'y aura pas de tabou. Allez,